Voilà. Et maintenant, nous avons notre dernier intervenant de cette matinée. Alors, c'est le professeur émérite Jean-Jacques Detraux, de l'Université de Liège et de l'Université libre de Bruxelles, qui va nous parler de l'approche transversale selon la consultation du Centre interfédéral pour l'égalité des chances. Merci. Voilà. Eh bien, pour terminer effectivement la matinée, donc tout d'abord merci évidemment pour l'invitation. Et je pense effectivement que la question du vivre ensemble doit être au cœur de nos préoccupations, au-delà de toute une série de blabla qu'on peut faire, bien entendu. Je crois que ça c'est vraiment la question et ça a été bien dit ce matin. Alors moi, ma mission est de répéter, je m'en excuse d'ailleurs auprès de personnes qui m'auraient déjà entendu, de répéter effectivement donc l'exposé que j'avais fait lors de la journée organisée par le Centre interfédéral pour l'égalité des chances. Et donc ce centre nous avait demandé en 2013 de faire, et ceci dans le cadre d'un consortium interuniversitaire, donc avec nos collègues néerlandophones, de faire une vaste enquête auprès de la société civile. Et cette enquête visait effectivement à recueillir les opinions de tout public, vraiment de toute personne concernée, quant à la mise donc en place de la Convention des Nations Unies, et donc de penser, de pouvoir exprimer leurs avis quant aux obstacles qui étaient rencontrés, qui étaient éprouvés par les personnes. Mais aussi, et donc ceci était peut-être, on va dire, une petite originalité de la démarche, nous avons donc utilisé la technique des focus group qui non seulement permet de pouvoir identifier un certain nombre de problèmes, de questions on va dire, plutôt que problèmes, mais aussi d'envisager des pistes concrètes pour surmonter, et donc d'essayer d'être là le plus pragmatique possible pour aller au-delà de constats. Et donc nous avons envisagé diverses thématiques qui sont reprises dans la Convention. Et donc on a organisé aussi, des groupes qui étaient chaque fois centrés sur une thématique, et ceci dans toute la Belgique, dans les 3 communautés. Mais nous avons aussi organisé donc des groupes qui étaient eux plus transversaux en quelque sorte, qui permettaient aux participants d'envisager les problématiques de manière transversale dans les différents aspects que recouvre donc cette convention. Donc le rapport complet est disponible à l'adresse que je vous rappelle ici. L'ensemble qui est un gros machin, c'est un gros pavé, mais c'est séparé, donc vous pouvez aussi vous dire tiens, je vais aller voir uniquement l'éducation, donc voilà. Avec chaque fois une partie qui est donc une recherche bibliographique et à la fois de la littérature scientifique, mais aussi de ce qui est disponible comme document, ce que nous appelons en général la littérature grise, ce qui ne veut pas dire que c'est une mauvaise littérature, bien entendu. Et par ailleurs, donc, ce que les personnes nous ont rapporté, donc on a essayé évidemment d'être au plus proche de ce que les personnes nous ont rapporté, des solutions qu'elles envisagent aussi, et puis de pouvoir donner une conclusion. Et donc là, on essaie un petit peu aussi de ramasser les idées et d'essayer un petit peu là de donner quelques conclusions. Alors c'est un énorme travail qui aurait intérêt à être encore approfondi, donc voilà, pour moi c'est un gros chantier qui devrait être continué, bien entendu. Alors, dans cette enquête, je vous disais, il y avait une partie plus transversale, et donc c'est cette partie-là que je vais vous rapporter maintenant. Donc, sans surprise, les personnes aspirent à une meilleure qualité de vie. C'est une lapalissade, évidemment, mais c'est important de le rappeler. Le concept de qualité de vie est un concept que l'on pourrait utiliser davantage. C'est un baromètre important pour nous tous. C'est un concept qui est un concept générique, donc qui peut nous permettre de réfléchir à différents aspects de notre vie, et notamment dans le vivre ensemble, bien entendu.
Donc ça passe par des aménagements, on en a déjà pas mal parlé ce matin, par une liberté d'action. Je pense que là on est très clairement au centre du débat de ce matin. Une disponibilité des informations. Alors, dans une société qui est hyper médiatisée, ça pourrait paraître bizarre, mais c'est toujours la problématique, et je crois que c'est vraiment très constant dans toutes les recherches, et pas uniquement en Belgique, bien entendu. C'est non seulement la disponibilité, mais aussi l'accessibilité des informations, bien entendu. Et donc, il ne s'agit pas simplement de penser à du facile à lire, mais de savoir effectivement comment la bonne information arrive au bon moment. Donc, je pense que là, il y a vraiment un travail qui doit continuer à se faire. Alors, on est aussi, bien entendu, avec l'idée que l'égalité de traitement dans toutes les questions qui touchent la vie sociale, on n'est pas encore arrivé, bien entendu, il y a encore du travail. Alors, le concept qui est repris dans la Convention est le concept d'aménagement raisonnable. Alors, le mot raisonnable est entre guillemets, mais il reste effectivement toujours cette idée de la négociation. Et je pense personnellement, en tout cas, et pour beaucoup de travailleurs, notamment dans le domaine scolaire, autour de situations d'intégration, comme Guilain Majerotte vient de vous le dire, donc de situations dans les écoles où nous souhaitons que l'enfant différent soit accueilli, on est toujours dans des situations de négociation, et je pense que c'est vrai évidemment au niveau préscolaire comme au niveau post-scolaire. Alors je pense que l'idée ici, en tout cas, c'est que ce concept reste difficile à bien saisir, à bien comprendre, et c'est ce que nous ont dit les personnes. Ce que je n'ai peut-être pas encore dit, c'est que dans les groupes, parmi les participants de différents groupes, beaucoup de personnes en situation de handicap, beaucoup de parents aussi, et puis d'autres publics, bien entendu, de la société civile. Donc peu de pertinence aussi que les critères à la base de l'obtention d'un droit pour tel ou tel aménagement, ça c'est aussi un aspect à la fois d'information mais aussi de réflexion quant à comment décide-t-on et surtout qui décide l'obtention du droit. Donc ça c'est du droit, il ne s'agit pas simplement de connaître son droit, il faut aussi qu'il puisse s'exercer dans des situations très claires. Alors, ce n'est pas que les personnes en situation de handicap, comme citoyens dans la société, nous sommes tout le temps confrontés, alors je ne vais pas dire tout de suite des arbitraires, mais quand même nous avons beaucoup à vivre des situations de peu de transparence, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, un des aspects sur lesquels les personnes insistent beaucoup, ce sont les délais parfois très longs pour obtenir du matériel, par exemple. Donc ça, ce sont des choses très concrètes qui pourrait effectivement, me semble-t-il, faire l'objet d'amélioration, et je pense que ça préoccupe évidemment les responsables actuellement. Beaucoup de facteurs conditionnent aussi l'obtention et la mise en place. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller vers une simplification? C'est évidemment ça la question qui est là derrière. Alors, pour la plupart des personnes en situation de handicap, en tout cas dans cette enquête, ce qui est exprimé, c'est la difficulté, voire parfois l'impossibilité de pouvoir décider par et pour elle-même. Il y a à la fois des pressions de la famille, et donc là aussi on doit imaginer une évolution de la manière dont les familles peuvent reconnaître leur enfant comme devenant un jour un adulte ayant sa propre vie. Alors on vit tous ça comme parents, mais c'est un peu plus difficile, et je crois qu'il faut le reconnaître, pour des familles qui ont un enfant en situation de handicap. Je pense que par ailleurs il y a une pression des services, on vient de le rappeler, en parlant de désinstitutionnalisation, mais ce n'est pas là que le problème principal est, c'est vraiment la difficulté pour une équipe, par exemple éducative, ou pour une équipe d'accompagnement à l'âge adulte, de pouvoir imaginer, en dehors des règlements, etc., qu'il puisse y avoir une plus grande souplesse de circulation, notamment des personnes. Donc manque de flexibilité, et in fine, pour finir, les personnes expriment beaucoup leur sentiment d'isolement dans la société. Donc l'isolement, c'est aussi vécu par des personnes âgées, donc ce n'est pas propre aux personnes handicapées. Encore une fois, je pense qu'il nous faut penser les choses de manière, pas en nous enfermant dans le handicap.
hein, mais en pensant les choses de manière beaucoup plus transversale. Ça a été dit plusieurs fois ce matin. Alors ce que je trouvais intéressant de reprendre, c'est un schéma qui a été construit dans ces groupes. Alors c'est un petit peu petit, je m'en excuse, là la projection est prévue pour des grands écrans. Mais donc en fait, ce que les personnes rapportent, c'est qu'il y a un manque d'information donc dans 4 domaines. À la fois les droits, hein, on reste toujours avec cette difficulté de connaître ses droits, et ça c'est propre à notre société ici. En France, je veux dire pas ici, si vous allez au Canada, les gens connaissent beaucoup mieux leurs droits que nous ici, et les revendiquent, hein, parce qu'il ne s'agit pas simplement de les connaître, mais c'est aussi de les revendiquer. Alors, ce serait intéressant d'ailleurs de savoir si au Pays de Galles, les choses sont peut-être différentes dans ce rapport du citoyen au droit. Hein, je pense que c'est un élément fort important. Alors, le diagnostic. Alors, le diagnostic, c'est un point vraiment d'achoppement essentiel. Hein. Toutes les personnes passent à un moment donné par cette problématique de l'évaluation, du diagnostic, où on nomme effectivement la déficience, et à partir de cette étiquette, toute une série de choses vont découler un peu presque automatiquement. Et donc là, c'est vraiment un point extrêmement important sur lequel nous devons travailler. Alors, les aspects, l'offre, disons, comme on a énoncé ce matin, au niveau de soutien, hein, et donc la disponibilité, mais voilà, le choix qui peut se faire. Et donc, dans un cercle vicieux ici, voilà, on voit effectivement que ces 4 points, et on peut repartir d'un point comme d'un autre, forment une espèce de cercle vicieux et conduisent à l'essoufflement progressif des personnes qui, quelque part, finissent un peu par se résigner, ne voyant rien arriver. Donc je pense que ça, c'est un point important, comment nous allons faire en sorte que les personnes puissent sortir de ce cercle vicieux. Alors, je trouve, je ne suis pas le seul, disons, dans le consortium interuniversitaire, nous avons été frappés par les nuances. Hein. On n'est pas dans un pays où les différents mouvements représentatifs sont très revendicatifs et cassent la baraque. Hein. De temps en temps, il y a des sittings, je veux bien, mais ça passe. Je veux dire, ça reste quand même dans le politiquement correct. Mais donc, on n'est pas effectivement ici dans quelque chose qui est du style, ça y est, on va vraiment maintenant vous dire tout va mal et c'est tout mauvais. Bien au contraire, c'était très très nuancé. Et chose importante, et ça a été rappelé ce matin, l'importance effectivement de voir ces personnes réfléchir à leurs propres responsabilités dans l'évolution des choses. Et donc ça, je crois que c'est un point extrêmement important quand on parle de co-construction, de coopération, comme on a dit ce matin. Je pense que ça, c'est un point tout à fait important. Il faut aussi que dans nos têtes, on sorte de ce type de relation de dépendance. Hein, et donc, nous sommes bien souvent, malgré nous d'ailleurs, quelque part ramenés pour finir à cette notion de dépendance. Alors, elles ont exprimé donc des attentes vis-à-vis des instances gouvernementales, des divers conseils d'avis et experts, des associations de personnes et des personnes handicapées elles-mêmes. Donc vis-à-vis des instances gouvernementales, donc reconsidérer le soutien non en termes de soins, thérapie, mais en termes de besoins identifiés chez chaque personne. Alors la notion de besoin, je vais y revenir dans mes conclusions. Repenser la conception du budget d'assistance personnelle, donc c'est l'objet de la journée aujourd'hui. Faire en sorte que les diverses administrations coopèrent entre elles. Alors on imagine que pour le moment, au niveau wallon, si tout ce que Madame Sénépin nous a dit se met en place, c'est peut-être la promesse effectivement d'une autre manière de voir fonctionner les administrations, de disposer d'une information claire et lisible, bien entendu, et de mettre en œuvre une pratique, ce qui est énoncé dans la Convention, donc de manière concrète, et réduire l'écart entre les principes et la réalité. Alors, au niveau des conseils d'avis et d'experts, très clairement intégrer davantage les personnes elles-mêmes. Et donc, voilà, on peut s'inquiéter effectivement
Alors, il y a des associations représentatives, etc., mais le problème, encore une fois, c'est de voir les conseils tout à fait... c'est pas des conseils à côté d'eux toujours, hein, c'est l'idée que ce sont des conseils réguliers mis en place dans notre société pour réfléchir et donner des orientations dans différents secteurs de la vie. Il faut que les personnes soient clairement présentes et beaucoup plus qu'elles ne le sont. On s'est battu pour que les femmes soient présentes, ben voilà, maintenant il faut se battre pour que les personnes en situation de handicap soient davantage présentes. Participer aux décisions prises aux divers niveaux, donc, et notamment au niveau municipal. Alors les choses bougent, hein, je crois que, je disais, elles sont nuancées, mais ça va peut-être trop lentement, on peut le comprendre. Vis-à-vis des associations, donc continuer à ce que ces associations assument leur rôle d'information, de conseil et de défense des droits, mais de manière effectivement plus offensive. C'est l'idée qu'elles se saisissent davantage de toute cette richesse de la Convention et qu'elles puissent effectivement, en étant mieux informées, mieux aider, mieux conseiller, mieux défendre l'exercice des droits. Développer aussi des associations dont l'objet serait plus transversal. Alors ça, c'est un point important qui est apparu, s'inscrivant davantage dans l'optique sociale du handicap et pas axé seulement sur une déficience en particulier. Nous avons construit, et il y a des raisons pour cela, à la fois au niveau national, au niveau européen et au niveau international, des associations qui tentent de défendre les droits d'une catégorie de personnes. Et donc, clairement, les personnes elles-mêmes disent mais nous, on va jamais y arriver comme ça. Il nous faut effectivement, au contraire, travailler de manière beaucoup plus transversale à ce niveau-là. Alors, vis-à-vis des personnes handicapées elles-mêmes, trop de personnes restent isolées. Donc, voilà. Et donc, ça me permet de quand même dire qu'il faut apprendre, il faut penser apprentissage. Et donc, c'est informer, mais plus loin que ça, c'est éduquer, c'est former. Et pour nous tous, hein, je pense, je disais, on connaît peu nos droits. Je travaille beaucoup, notamment avec des familles, des parents. Un seul exemple, c'est le droit de disposer de l'information d'une évaluation qui est faite à propos de notre enfant. Aujourd'hui, dans une consultation, 7 parents sur 10 au moins n'ont rien comme écrit sur leur enfant. C'est illégal. Mais les parents découvrent. Vous voyez, c'est des choses élémentaires. Et donc on ne peut pas évidemment coopérer, on ne peut pas réfléchir ensemble avec un professionnel dans un partenariat un peu équilibré si on ne dispose pas de toute l'information. Vous voyez, c'est des choses vraiment basiques, hein, ça, c'est des choses qui peuvent être modifiées tout de suite. Et légalement en plus. Alors, apprendre à interagir, donc là c'est tout l'aspect socio-émotionnel, et donc là aussi, au niveau en tout cas scientifique, on a beaucoup avancé à ce niveau-là, et on se préoccupe, dans le cas de l'adaptation, hein, ce qu'on appelle l'adaptation sociale, c'est pas uniquement d'être capable d'être indépendant dans les activités de la vie journalière, c'est aussi être capable à avoir des relations avec les autres et à interagir de manière adéquate. Et donc ça fait partie d'un apprentissage pour nous tous et donc pour les personnes en situation de handicap aussi. Alors les personnes handicapées doivent faire des efforts par elles-mêmes et ne pas attendre que tout leur soit donné sur un plateau. Je peux comprendre que ce soit un peu difficile à entendre par certaines personnes, mais voilà, c'est aussi ce que je rapporte de ce que disent les personnes elles-mêmes. Donc beaucoup de propositions pour essayer d'avancer, ça va de l'information, la sensibilisation, qui peuvent paraître chaque fois des choses qu'on dit comme ça, et puis concrètement, à la formation du public en général, des professionnels et des personnes donc, en situation de handicap. Ça passe par de la flexibilité, on a vu, une démarche qui est réellement centrée sur la prise en considération des besoins. Encore faudrait-il s'entendre ce que nous entendons par besoin. Cela passe par une meilleure utilisation des réseaux sociaux et des médias. Là, je crois qu'on est tous bien d'accord que c'est un vecteur, et on le voit tous les jours, extrêmement important. Ça passe enfin par une meilleure implication des personnes elles-mêmes dans toutes les procédures les concernant. Et donc, c'est des choses que l'on affirme, que l'on a affirmées depuis longtemps déjà au niveau international,
et concrètement quoi. Donc c'est vraiment là des objets de combat très concrets. Donc les personnes reconnaissent que des avancées sont faites, mais voilà, il faut aussi que les personnes puissent s'affirmer davantage, prendre leur place, et pas attendre qu'on leur donne, ça me paraît assez évident. Et je pense ici qu'on arrive tout doucement à cette idée que mon collègue Guillaume Majerot a évoqué un petit peu aussi, c'est réfléchir en termes de parcours de vie. Il a bien repris l'aspect développemental, l'inclusion tout au long de la vie, en formant la personne mais aussi son entourage, dès le plus jeune âge, et dans l'idée de se penser capable. C'est le principe d'empowerment, c'est l'idée de renforcer les compétences que tout parent a à éduquer leur enfant, fût-il en situation de handicap. C'est renforcer les compétences de tout enseignant, qui puisse être à même de non seulement formuler, mais aussi de concrétiser un projet un peu ambitieux au niveau de l'apprentissage, et donc de pouvoir, au-delà, c'est les employeurs aussi, leur montrer qu'ils sont capables. D'accord ? Et donc c'est une des voies pour aller vers une participation sociale. Il nous faut aussi arrêter de confondre besoin et caractéristiques de la personne, besoin et déficience, besoin et diagnostic. D'accord ? Donc ça me paraît être un point extrêmement important. Je vous parlais du diagnostic tout à l'heure. La notion de besoin est une notion abominable. Elle est à tous les carrefours, elle est à tous les coins de rue, mais personne n'a vraiment encore mis en place une analyse un peu opérationnelle, une méthodologie opérationnelle pour analyser les besoins. Donc là, je pense que nous devrons nous mettre autour de la table. Alors, ça se passe actuellement, il y a une réflexion qui s'entame à la WIP, par exemple. Il y a une réflexion à Phare aussi à Bruxelles qui a été concrétisée sur le terrain, mais qui pose de nouvelles questions, évidemment. En France, ils sont en plein dedans, puisqu'ils sont en train de revoir tout à fait leur manière d'accéder aux différentes ressources. Donc on est bien là dans une dynamique, et il faut la saisir, cette dynamique, et aller plus loin et réfléchir effectivement comment nous pouvons aller vers une démarche d'analyse des besoins. Et donc celle que nous proposons, en tout cas que nous travaillons depuis des années, c'est celle d'une logique de confrontation et de négociation, mais voilà, la discussion est évidemment ouverte. Je vous remercie.